Donc aujourd'hui, nous allons parler du mobile et responsive design. Et donc vous allez découvrir pourquoi rendre votre marque mobile et surtout comment la rendre mobile. Donc avant de commencer et de laisser parler nos intervenants, nous souhaitons en savoir un petit peu plus sur vous. Donc nous allons lancer un petit sondage avec donc la première question. Votre site web est-il adapté aux smartphones et tablettes? Donc vous avez quelques secondes pour y répondre. Oui ou non. Donc, ensuite, je vais vous partager les résultats pour que vous puissiez tous voir les réponses. Donc voilà, pour les réponses. Donc c'est 54% pardon, donc oui, 46% non. Donc c'est assez mitigé. Deuxième question. Quel problème rencontrez-vous? Donc, mon site n'est pas compatible avec tous les supports. Mon site est compatible mais pas optimisé. Je ne sais pas mener une campagne mobile. Ou je ne rencontre pas de problème particulier, je viens pour information. Donc allez-y, répondez. Voilà. Donc je partage. Donc à 41%, mon site n'est pas compatible. Et 41%, mon site est compatible mais pas optimisé. Pour le mobile. Donc. Et enfin, on va passer à la troisième question. Pensez-vous qu'il est important d'avoir une marque mobile de nos jours? Oui ou non, je vous laisse quelques secondes. Donc voilà. Et donc c'est oui à 100%, comme vous pouvez le voir. Donc vous pensez qu'il est important d'avoir une marque mobile de nos jours. Donc on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, nous serons accompagnés de Jean-Jacques Turok de l'agence WSI Île-de-France et de Laurent Hannet de l'agence WSI Luxembourg. Donc à propos de WSI, tout d'abord, donc c'est le leader mondial du marketing digital. Donc WSI est là pour fournir des solutions de marketing numérique de pointe pour les entreprises de toute taille et tout secteur confondu. C'est le plus grand réseau mondial de consultants Internet et il est présent dans plus de 80 pays. Et donc son siège est à Toronto, au Canada. Donc WSI, ça signifie We Simplify the Internet. Donc les intervenants ont souhaité organiser un petit concours donc à l'issue de ce webinaire. Donc en seconde partie, il y aura, vous pourrez gagner un exemplaire du livre Digital Minds qui a été coécrit par les consultants du groupe WSI, 12 clés pour développer votre business sur le web. Donc soyez attentifs et on aura une petite question de rapidité en fin de webinaire. Donc je vais laisser maintenant la parole à Laurent Hannet et Jean-Jacques Turok pour vous présenter donc ce webinaire sur le responsive design, comment rendre votre marque mobile. Je te laisse la parole, Laurent. Très bien, merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Donc au niveau du contenu de cette présentation, on l'a scindé en deux grandes parties, deux grands chapitres. La première partie où on va s'intéresser à un état des lieux du marketing mobile. Et puis dans la deuxième partie, on abordera la problématique spécifique du responsive design. Alors au niveau du contexte, vous avez déjà certainement remarqué l'importance quotidienne que le mobile applique au cours des activités en quotidien des consommateurs. Je propose de parcourir certains chiffres qui vont mieux mettre en lumière cette importance. Alors, aujourd'hui, 91% des adultes ont leur téléphone portable à portée de main 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il existe aujourd'hui 5 fois plus de téléphones mobiles que de PC à travers le monde.
Au niveau de la cible jeune, donc des 25-30 ans et des 18-20 ans, on constate que la majorité d'entre eux possèdent non pas un appareil mobile, mais carrément un smartphone. 64% pour les 25-34 ans et 53% pour les 18-24 ans. Alors, pardon Laurent, je te On coupe. constate, Juste, oui, fais attention à ton micro, on entend, ça coupe parfois, donc juste, voilà, rapproche ton micro. d'accord, est-ce que comme ça c'est mieux? C'est mieux, ouais. Ok. Euh, On constate aussi que lorsqu'on utilise des campagnes SMS, on atteint un taux de contact de 95%, ce qui est considérable si on compare ça, je veux dire, au taux d'ouverture d'une campagne email classique où on peut espérer atteindre des taux de 20 à 20-25% en moyenne. On observe aussi que toutes les campagnes publicitaires sur appareil mobile performent 4 à 5 fois mieux que les campagnes publicitaires web classiques. On constate aussi que 90% des campagnes SMS, hein, des campagnes texte qui sont envoyées, sont lues dans les 3 minutes. Donc, si je compare ça à l'emailing, qui est en moyenne dans les 40, on voit qu'on a vraiment une immédiateté qui nous est offerte avec le marketing. On constate aussi que 9 recherches sur 10 qui sont effectuées à partir d'un appareil mobile conduisent ou aboutissent à une action. Et que parmi ces actions, presque la moitié d'entre elles déboucheront sur un acte d'achat. On sait aussi que 74% des utilisateurs de smartphones utilisent leur téléphone pour les aider dans leur processus d'achat. Et que parmi ces 74%, 79% iront jusqu'à l'acte d'achat en ligne à partir de leur mobile. Slide suivant, oui. On sait aussi maintenant que les actions de couponing envoyées sur les appareils mobiles performent 10 fois mieux que les actions de couponing papier. Elles seront 10 fois plus, il y aura un retour à une utilisation du coupon fois supérieure. On sait aussi que 16% des utilisateurs de smartphones ont acheté après avoir reçu une sollicitation directement sur leur appareil mobile. Donc on a un taux de conversion en vente qui est relativement élevé et beaucoup plus élevé sur les appareils mobiles que sur les appareils traditionnels. Voilà, alors pour ceux que ce genre de statistiques intéresse, je vous recommande ce livre blanc qui a été édité par HubSpot, dans lequel on découvre toute une série comme ça de chiffres au niveau mondial. Je vous invite aussi, pour ceux qui veulent creuser davantage la partie statistique, à consulter le rapport 2013 qui a été édité par Google en partenariat avec Ipsos et qui résume les comportements des mobiles français ainsi que les chiffres du baromètre du marketing mobile qui lui a été publié dernièrement par l'Association française du marketing mobile et qui confirme justement le poids du mobile dans l'écosystème digital actuel. Je pense qu'actuellement en France, c'est près de 27 millions de personnes qui possèdent un appareil mobile et 80% d'entre elles se connectent quotidiennement à l'Internet mobile. Je pense qu'à la fin du dernier trimestre 2013, il y avait en France un foyer sur 4 qui était équipé d'une tablette. Voilà. Le but de parcourir comme ça certains chiffres, c'était surtout de donner un aperçu de l'importance du marketing mobile aujourd'hui. Et tous ces chiffres soulignent la place prépondérante qu'a pris le mobile au cours des dernières années dans le quotidien des consommateurs. Et c'est précisément pour cette raison-là qu'il est tout à fait naturel que les responsables marketing, les responsables d'entreprise, les responsables de points de vente s'intéressent au marketing mobile et intègrent la question du mobile dans leur réflexion stratégique. Alors,
Maintenant, je propose de parcourir brièvement les principales tendances actuelles du marketing mobile. Le marketing mobile, effectivement, il a bien changé au cours des dernières années. On constate que finalement, l'usage et la fonction de l'appareil mobile s'est diversifié et s'est multiplié fortement dans les dernières années. Aujourd'hui, on utilise un appareil mobile effectivement de temps en temps pour téléphoner, mais aussi pour faire toute une série d'autres tâches. On l'utilise comme organisateur personnel, comme pour lire ses SMS, lire ses emails, prendre des photos, des vidéos, écouter de la musique, jouer en ligne pour effectuer des paiements, etc. Donc on voit que le smartphone et les appareils mobiles sont vraiment devenus multifonctionnels. Alors juste une précision au niveau des appareils mobiles. De quoi parle-t-on? On parle de trois types d'appareils essentiellement. D'une part, le GSM ou le portable, ou le mobile. Ensuite, le smartphone, donc ce sont ces téléphones portables un peu plus évolués qui permettent d'accéder à l'Internet et à toute une série d'applications et de solutions web. Et puis, il y a plus récemment les tablettes. Donc, ce sont ces trois appareils-là dont on parle quand on parle de marketing mobile. Alors, que fait-on sur nos mobiles? Si l'on regarde l'usage qui est fait des appareils mobiles, on constate que ce sont les photos, les services de géolocalisation et le divertissement qui sont les premiers usages que nous faisons de nos appareils mobiles. Autre évolution au niveau du marketing mobile, c'est ce qu'on appelle le multi-device ou l'usage multi-écran. Google a publié il y a quelque temps une étude qui était consacrée aux habitudes multi-écran des internautes. Et le géant du web soulignait que 90% des consommations, ou de la consommation média se fait via des écrans. Ça veut dire que s'il y a seulement 10% de la consommation média qui est consacrée à la radio, à la presse écrite, qu'elle soit quotidienne ou qu'elle soit périodique, magazine, etc. 90% des consommateurs ont recours aussi à différents écrans pour accomplir une seule tâche en ligne. 81% des internautes utilisent différents supports pour réaliser une recherche online. Et 67% ont recours à ce qu'on appelle le multiscreen lorsqu'ils effectuent leurs achats en ligne. D'accord? Donc dans le cadre de cette étude, ce que Google a voulu mettre en avant, c'était les deux types de comportements multi-écrans qu'on observe aujourd'hui. C'est d'abord le fait de recourir à différents appareils l'un après l'autre, et le fait de consulter plusieurs écrans simultanément. Donc c'est un comportement connu aussi qu'on appelle le multitasking. D'accord. Autre enseignement de cette étude Google sur le multi-device, c'était qu'il y a des différences dans l'état d'esprit que l'on retrouve en fonction des supports. C'est-à-dire que, par exemple, 81% des achats sont effectués sur des smartphones dans la spontanéité. C'est effectivement une attitude qui tranche radicalement avec les usages sur ordinateur où les achats sont en général beaucoup plus réfléchis. Alors, le marketing mobile est aussi complémentaire à toute une série d'autres médias et d'autres supports. On peut combiner le mobile avec pratiquement tous les supports, qu'ils soient digitaux ou qu'ils soient offline. Alors, dans le petit graphe à côté, on voit un peu les taux d'efficacité en fonction des différentes combinaisons de supports. Effectivement, on voit que c'est lorsqu'il est combiné à d'autres médias online, tels que l'email ou les médias sociaux, que le mobile est le plus efficace. Mais n'empêche, il peut être combiné sans aucun problème à des supports qui eux, ne sont pas digitaux. Je pense aux affiches ou en magazine ou presse quotidienne. Alors, le marketing mobile joue aussi un rôle important dans l'acte d'achat.
comprendre ce rôle, je vous propose de s'intéresser quelques instants au SMOT. Alors, qu'est-ce que le SMOT? Le SMOT, ça signifie Zero Moment of Truth. D'accord? C'est un concept qui a été lancé par Google c'était, je pense, fin de l'année 2012, et qui faisait écho à l'approche que Procter & Gamble avait lancée dans les années 2000 sur ce qu'ils appelaient, eux, le First Moment of Truth, donc le premier moment de vérité. Ce que Google a voulu dire, c'est qu'avec l'expansion du web et l'utilisation croissante des médias sociaux et des moteurs de recherche, il y a une étape qui s'est ajoutée dans le processus d'achat. Et cette étape, elle vient se placer entre le stimulus qui est provoqué par la publicité sur les médias traditionnels et le déplacement de l'individu vers un magasin, vers un point de vente. Le SMOT évoque en fait le fait que le consommateur utilise désormais un moteur de recherche et les médias sociaux non seulement pour obtenir des avis ou des informations sur le produit ou le service pour lequel il a reçu un stimulus, mais également après sa décision d'achat pour donner à son tour un avis suite à l'utilisation du produit ou du service. Et cet avis va à son tour influencer un autre consommateur lors de ce moment de vérité zéro. On voit que dans cette approche de moment de vérité, le mobile et les smartphones jouent un rôle déterminant. En effet, aujourd'hui, le consommateur n'hésite plus à utiliser son smartphone sur le lieu de vente, directement en magasin, pour soit prendre une photo et l'envoyer à un proche pour avoir son avis, soit pour consulter des comparateurs de prix et s'assurer que le prix qui lui est proposé est compétitif, soit pour rechercher un bon de réduction à faire valoir, ou encore pour consulter des avis et des commentaires d'autres clients qui auraient acheté le produit ou le même produit avant lui. Et donc, on comprend qu'il est extrêmement important de créer une expérience qui soit cohérente pour les consommateurs, y compris sur les mobiles. Et c'est ça qui permettra de fidéliser les clients. Et dans cette nouvelle ère de la mobilité, avoir une communication unifiée sur l'ensemble des supports est un avantage déterminant. Voilà. La marque aujourd'hui, c'est d'être là pour les consommateurs et de leur fournir l'information dont ils ont besoin pour les motiver à passer à l'acte d'achat, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Alors, un autre concept ou tendance marketing qui montre le rôle crucial du mobile dans le marketing moderne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le solo-mot. C'est quoi le solo-mot? C'est la contraction de trois mots, social, local et mobile. Et ce nouveau concept désigne les trois nouveaux facteurs qui semblent être l'avenir en termes de stratégie marketing. Une stratégie marketing performante aujourd'hui intègre le social, le local et le mobile dans sa stratégie. Et les enjeux marketing du solo-mot peuvent être très nombreux et très vastes. Et ça touche à la fois les grandes entreprises ou les grandes marques, mais également les petites et les moyennes entreprises. Mesurer l'importance du mobile pour votre business, c'est important et c'est possible grâce à Google Analytics ou à tout autre outil de Web Analytics. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial. Pour ceux qui le font régulièrement, vous aurez remarqué certainement la croissance sur les derniers mois. Je pense qu'on tournait aux alentours des 15% de fin d'année 2013 et fin du premier trimestre 2014, on observe régulièrement des taux de 20 voire 25% de connexion à partir d'appareils mobiles. Juste, a priori, on a un petit problème de son. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire par la boîte à questions si vous entendez bien? Laurent surtout. Laurent, si tu pouvais parler pour voir. Moi, voilà, je parle. Moi, de mon côté, je n'ai pas de retour, mais la qualité est bonne. D'accord. Je sais pas si on entend, il y a des bruits parasites, on entend un ventilateur d'ordinateur. Je sais pas si tu pouvais écarter le micro un petit peu ou pas. Je peux me déplacer. Est-ce que comme ça, c'est mieux?
C'est mieux, on entend moins le ventilateur, ouais. C'est parfait. D'accord. D'accord. Ok, ben L'utilisation est- voilà, D'accord. Voilà. Mais, et pour c'est terminer, mieux. donc, je voulais parler d'un autre concept qui a le vent en poupe actuellement, c'est le mobile first. Alors, le mobile first, c'est quoi? C'est l'idée de penser d'abord au support mobile comme point de départ lorsqu'on conçoit la refonte de nos sites web, la création de nos sites web. Traditionnellement, un projet web partait d'abord d'une réflexion fixe, c'est-à-dire qu'on concevait d'abord le site fixe comme point de départ et ensuite on réduisait la version initiale en fonction de la taille des autres supports de consultation. Cette logique qui semblait jusqu'à présent logique, puisqu'il y avait plus de gens qui se connectaient à partir d'appareils non mobiles, est remise en question depuis quelques temps avec le mobile first. Et le mobile first consiste en fait à renverser le paradigme et à penser d'abord la navigation, l'ergonomie et le contenu du site pour les plus petits supports de consultation et ensuite les adapter aux plus grands supports. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement progressif. Si cette approche commence à connaître un certain succès, c'est en fait qu'elle présente certains avantages importants et qui concernent aussi les appareils mobiles. Comme avantage, qu'on peut citer, c'est que le mobile first permet de mieux prioriser les objectifs en fonction du support de consultation. Donc, chaque taille d'appareil devrait avoir des objectifs différents, ou en tout cas, on devrait pouvoir challenger les objectifs du site en fonction de la taille de l'appareil. Le mobile first va aussi permettre d'aller directement à l'essentiel en privilégiant la simplicité, la rapidité et l'efficacité du site. Tout ça va faire en sorte que le mobile first va générer ou va procurer une expérience de navigation très qualitative et cette expérience sera véritablement mobile et pas simplement une expérience petit écran. Et le résultat en termes de conversion, c'est que ça amène, comme l'expérience est plus qualitative, ça amène une proportion plus importante, un retour sur investissement. Voilà pour dresser un portrait rapide des tendances actuelles du marketing mobile. Je propose maintenant de donner la parole à Jean-Jacques pour entrer plus spécifiquement sur la partie du responsive design. Très bien. Si Laurent, tu pouvais couper ton micro le temps que Jean-Jacques parle, on entendrait moins le ventilateur. Merci. Bonjour à tous, donc là effectivement on va parler plus spécifiquement des aspects techniques du responsive design ou des différents aspects adaptatifs du design en fonction du support enfin, avec lequel on se connecte au site. Donc j'entends un retour là, je sais pas. Oui, je pense que c'est... Laurent, tu m'entends? Je t'entends, mais j'ai désactivé mon micro. On entendait toujours, en fait, c'est pour ça, si tu pouvais cliquer sur couper le son, couper le micro. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc tout d'abord, responsive web design, de quoi parle-t-on? Je vais avancer. Oui. Hop. Quand on parle de design pour mobile, donc on parle on entend responsive web design, site mobile, compatible mobile ou adaptive web design, que regroupent tous ces termes. En fait, tous ces termes regroupent deux notions principales, les synthétisées en adaptive web design et le responsive web design. Ce sont vraiment les deux catégories qu'il faut retenir. Donc les deux
Dans les deux cas, on a des sites qui sont adaptés au mobile et qui sont adaptés aux grands écrans. Donc apparemment, les deux rendent le service attendu, par contre avec une différence de conception fondamentale. Ce qu'on appelle l'adaptive web design, donc le serveur va détecter le périphérique utilisé pour consulter le site. Donc ça va voir si c'est un PC, une tablette ou un smartphone. Et puis va répondre en envoyant des fichiers spécifiques. Alors quand on dit des fichiers spécifiques, c'est-à-dire un site, le site qui va être affiché aura été spécifiquement conçu pour l'appareil avec lequel on se connecte. Donc ça permet effectivement d'avoir un chargement de page optimisé puisque le site sera vraiment conçu pour l'appareil qui est en train de se connecter. Par contre, pour simplifier la gestion technique de ces sites, on aura souvent une URL particulière pour l'appareil choisi. Donc en général, on se contente de deux versions, une version smartphone et une version PC. Alors, les versions intermédiaires vont s'afficher, il va falloir faire des choix d'affichage ou alors multiplier le nombre de versions de site. En fait, un design adaptatif, on a vraiment un design un design sélectionné pour un ensemble d'écrans ou d'appareils qu'on aura prédéfini. Comme on a prédéfini cet ensemble d'écrans ou d'appareils, lorsque le serveur va détecter l'appareil, l'écran avec lequel on se connecte, il va proposer le site le mieux adapté. Alors on voit sur la page suivante un exemple de site adaptatif. On voit, on a défini un site pour écran PC, pour grand écran, et un autre site spécifiquement pour les écrans de smartphone. Donc là, on a vraiment deux sites différents, avec en l'occurrence une URL différente. Donc ça veut dire deux sites qui proposent effectivement une bonne expérience aux utilisateurs lorsque l'utilisateur se connecte avec le bon smartphone. Là, ce site a été plus spécifiquement calibré pour les téléphones, pour les iPhones. Si on utilise une autre version avec des écrans plus grands, plus petits, l'expérience risque d'être un petit peu moins bien adaptée. Le site responsive, là par contre, donc on embarque du code spécifique, donc le CSS sont les feuilles de style qui permettent de décrire l'affichage, la manière dont le site va s'afficher, dont les différentes pages vont s'afficher. Donc dans ce code, on embarque toutes les possibilités en fait de taille d'écran ou de définition d'écran. Et en fonction de l'appareil avec lequel on se connecte, donc l'affichage de la page va s'adapter, mais va s'adapter dynamiquement. Si par exemple, si on peut tester le comportement en affichant l'écran sur un PC avec un navigateur traditionnel, si on réduit la taille du navigateur, le site va s'adapter automatiquement, comme s'il était jusqu'à un affichage de smartphone, si on réduit au minimum la taille du navigateur. Alors forcément, le chargement des pages est un peu plus lent que dans la version précédente parce que on embarque toutes les possibilités, donc les pages sont plus lourdes, contiennent beaucoup plus d'informations pour pouvoir s'adapter en temps réel de manière la plus fluide possible aux tailles d'écran.
Voilà, c'est le responsive, c'est vraiment la partie, l'aspect fluide qui est important, et adaptation indépendante on ne prédéfinit pas les appareils avec lesquels le site va s'afficher. Donc là, on voit un exemple de site responsive web design où, avec un affichage type PC d'abord, puis un affichage intermédiaire sur une tablette et l'affichage sur un smartphone. Mais c'est le même site, exactement la même page, qui s'affiche différemment en fonction de l'appareil avec lequel on s'est connecté. Donc comment choisir entre les deux? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? On les a un petit peu évoqués. Quand on parle de sites adaptatifs ou donc de sites spécifiquement conçus pour le mobile par rapport aux sites spécifiquement conçus pour les écrans d'ordinateur, donc on a besoin effectivement de développer et de maintenir des sites distincts. On a plusieurs sites à maintenir. Alors effectivement, ça va permettre d'optimiser l'affichage si on cible un appareil particulier. Ça permet d'optimiser non seulement l'affichage, mais la rapidité d'affichage en optimisant la taille des images pour réduire l'impact sur la bande passante. Et par contre, il va falloir reconstruire pour chaque site, refaire tout le travail de référencement. Donc tout le travail des SEO, les différents liens qu'on a pu bâtir, et le contenu lui-même, tout doit être reconstruit pour chaque site, et en plus avec le risque de considération par Google de contenu dupliqué. Puisque Google va voir deux sites différents. Le responsive web design, par contre, donc on a un seul site, alors avec une contrainte d'affichage un petit peu plus lourde. Donc c'est vrai que sur les réseaux à faible bande passante, le site va mettre un petit peu plus de temps à s'afficher. Il y a un inconvénient, donc cette conception repose sur les dernières versions de code, donc HTML5, CSS3, et ça veut dire que les navigateurs un petit peu trop anciens ne savent pas interpréter toutes les fonctionnalités de ces dernières versions de code, et on est obligé, pour maintenir la compatibilité, d'adapter et d'avoir pour les anciens navigateurs des éléments un petit peu moins fluides qu'avec les navigateurs récents. Alors, par contre, le responsive web design est évidemment particulièrement adapté aujourd'hui, puisque sur le marché, on trouve plusieurs centaines d'appareils différents, tablettes ou smartphones, et donc il serait totalement illusoire de concevoir une version de site pour chacun des appareils. Parce que même avec des tailles d'écran apparemment identiques, la résolution des écrans fait que le comportement, enfin, l'affichage peut énormément varier. Il y a vraiment énormément d'éléments à prendre en compte, qu'on arrive à peu près à prendre en compte avec la technique du responsive web design, même si ça implique quand même, on verra un peu plus tard, une charge de travail et de test extrêmement important, parce que effectivement, il est facile de définir trois versions de site, et puis de faire en sorte que les écrans, enfin que l'affichage varie de la version minimaliste, donc de la version smartphone à la version grand écran, varie de manière à peu près fluide. Par contre, on se rend compte que c'est extrêmement complexe de prendre en compte vraiment le plus possible de smartphones,
et surtout avec la problématique qui est assez récente de définition, enfin de smartphones qui proposent des écrans à très haute qualité. Donc on a autant de pixels sur un petit écran de smartphone que sur un grand écran de PC. Alors bien évidemment, on a présenté les avantages et les inconvénients de chacune des technologies, adaptives ou responsives, mais il est évident que sans hésitation, on préconise le responsive web design. Aujourd'hui, à notre sens, la seule méthode viable, à la fois pour les problématiques de référencement, donc de considération par Google, et pour les problématiques que l'on a vu de multiplicité des supports de connexion possibles. Donc c'est la seule technique qui permet une expérience intéressante pour un maximum d'utilisateurs. Donc l'avantage, évidemment, un seul, alors gain de temps et d'argent en développement et maintenance parce qu'on a évidemment un seul site, mais ce site est quand même beaucoup plus complexe à développer que les sites traditionnels simples où on travaillait sur une taille d'écran fixe. C'est plus facile à maintenir, oui, parce qu'on a un seul site à maintenir, donc c'est surtout en termes de contenu que c'est très important. On ne se préoccupe pas de créer des contenus pour différents sites. Alors quand on dit plus facile à maintenir que des apps ou des sites dédiés, l'application présente un avantage quand même lorsqu'il y a une action particulière à réaliser. Par exemple, je pense aux applications bancaires. Lorsqu'on se connecte à notre application bancaire, cette application n'est pas du tout utilisée pour la notoriété de la banque, mais simplement pour faciliter la réalisation d'une opération. Donc dans certains cas particuliers, l'application reste intéressante. Il ne faut pas que, par contre, l'application qui est juste, qui va simplement présenter du contenu au même titre que le site, n'a absolument aucun intérêt. Il est bien plus intéressant d'avoir un site responsive qui s'affiche correctement sur tous les supports. Donc améliore et renforce le SEO, bien sûr, parce que Google sait identifier la manière dont un site s'affiche, donc identifie qu'un site est responsive et va pouvoir valoriser le fait qu'il puisse, là qu'elle est un petit peu trop vite sur le défilement, donc va pouvoir valoriser le fait qu'un site puisse s'afficher indifféremment sur différents supports. Comme on l'a vu tout à l'heure en parlant de techniques marketing, les utilisateurs passent d'un support à l'autre pour réaliser une action. Donc, vont commencer à faire des recherches sur leur mobile avant de concrétiser l'achat depuis leur PC, par exemple, en arrivant au bureau. Donc, il est important d'avoir une homogénéité que l'utilisateur retrouve exactement sa navigation et ses pages, exactement ce qu'il cherchait, quel que soit le support avec lequel il s'est connecté. Donc l'impact SEO, donc, comme on l'a vu, effectivement, il y a une URL unique, quel que soit le support avec lequel on se connecte.
ou les stratégies plus spécifiquement Internet traditionnel vont affecter les deux expériences. Tout le monde va bénéficier de la valorisation du site, à la fois lorsqu'on aura par les actions purement mobiles et à la fois par les actions plus traditionnelles site web. Donc il y a quand même des inconvénients au responsive web design. Donc un temps de chargement qui est plus long, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque les pages sont beaucoup plus complètes et donc un peu plus lourdes. La mise en œuvre de ces sites nécessite effectivement de bonnes connaissances techniques, donc ça veut dire qu'elle est pratiquement obligé de faire appel à des professionnels pour mettre en ligne un site solide et suffisamment validé, même s'il existe sur le marché des templates de sites responsive, mais on voit à l'usage que ces templates standards d'une part, effectivement, n'évoluent pas suffisamment, ne prennent pas suffisamment en compte toute l'évolution de tous les supports, de tous les mobiles. Donc, voilà, on est vraiment, la contrainte, c'est d'être dépendant de professionnels pour maintenir un site de ce type-là. Donc ça nécessite une veille technologique constante, évidemment. À chaque fois qu'un nouveau téléphone sort, ou en tout cas que de nouvelles résolutions, on parle des écrans Retina ou autres, arrivent sur le marché, mais ça a un impact sur les sites qui ont pu être de très bonne qualité à un moment donné, mais qui au fil du temps, effectivement, sont un peu moins adaptés à l'ensemble des mobiles disponibles. Donc les limites ergonomiques de performance des navigateurs web, on a vu aussi tout à l'heure que les navigateurs plus anciens ne prenaient pas en compte les dernières fonctionnalités proposées par le HTML5 ou le CSS3 par exemple. Et donc il fallait quand même, on était quand même contraint de faire des versions spécifiques au moins pour certaines pages, pour ces navigateurs un peu anciens, lorsqu'on souhaite maintenir la compatibilité. Et on est encore obligé de maintenir une certaine compatibilité, puisque il y a encore, en particulier dans les grandes entreprises, beaucoup de versions de navigateurs qui n'évoluent pas aussi vite que chez les particuliers. Alors c'est plus long à développer, et c'est beaucoup plus long à tester, parce qu'on a une infinité de combinaisons possibles. Donc effectivement, même avec des outils de test très performants, c'est une partie excessivement fastidieuse et longue par rapport au développement traditionnel. La compatibilité entre les différentes versions de navigateurs et les différentes versions d'appareils. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Donc, en conclusion, on arrive déjà à la fin de cette présentation. Je dirais que... Ok, très bien. Donc, pour conclure, on peut dire que le responsive design est définitivement une solution efficace si on veut offrir une expérience utilisateur qui soit qualitative. En fait, vos prospects, vos clients ou vos consommateurs sont de plus en plus mobiles, ils sont de plus en plus connectés, ils sont de plus en plus multi-device. Et c'est la raison pour laquelle vous aussi, vous devez être présent de façon optimale, peu importe les modalités de connexion choisies par vos cibles. Voilà. Et je dirais qu'en conclusion, quelque part, aujourd'hui, on n'a plus trop le choix. Les clients sont mobiles, les entreprises doivent l'être également, et soit on prend le train en marche, soit on le regarde passer, mais c'est en tout cas pas un phénomène de mode ou une tendance émergente, ça devient vraiment une activité clé dans une stratégie marketing
moderne. Voilà. D'accord. Donc, merci pour cette présentation, Laurent et Jean-Jacques. Donc, excusez-nous pour les petits problèmes de son et les parasites qu'on a eus. Donc, je vous rappelle que il y a un chapitre consacré au mobile et responsive design dans le bouquin Digital Minds, donc je vous en ai déjà parlé, coécrit par les consultants du groupe, donc 12 clés pour développer votre business sur le web, que vous pouvez trouver en vente sur Amazon. Vous avez le lien ici sur le slide. Donc sinon, Laurent, tu conseillais un bouquin sur le responsive web design. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un livre qui fait référence à la matière qui s'appelle Responsive Web Design. Il existe en version française également sur Amazon et qui est écrit par Ethan Marcotte, qui est l'inventeur du terme Responsive Design et du concept qui était présenté dans cette présentation. D'accord. Je dirais que pour ceux qui veulent aussi aller plus loin, de façon moins théorique, il y a tout le réseau des consultants WSI, répartis un peu partout en France, en Belgique, en Suisse et chez Luxembourg. Donc n'hésitez pas à aller vers vos consultants pour poursuivre la discussion sur cette thématique-là et les autres thématiques web marketing. Voilà. Donc on va passer donc au petit jeu concours que vos consultants m'ont proposé. Donc je vais vous poser une petite question. Ce sera une question de rapidité surtout. Donc vous allez pouvoir m'envoyer la réponse suivie de votre adresse mail pour pouvoir vous recontacter et vous envoyer le bouquin donc suite au jeu concours. Donc pour remporter donc le bouquin Digital Minds. Donc une question très facile de rapidité donc. Donc cette question c'est: que signifie le sigle WSI? Donc allez-y, répondez-moi via la boîte à questions suivi de votre adresse email. Le plus rapide recevra le livre Digital Minds. Donc voilà, je reçois des réponses. Donc il y a déjà donc un gagnant. Donc le premier qui m'a répondu, c'est Xavier Drian. Donc voilà, il sera recontacté par mail et on vous enverra le bouquin. Donc voilà, félicitations. Donc voilà, la réponse c'était We Simplify the Internet. Donc voilà, une question très simple. Donc comme le disait Laurent, si vous avez des questions ou besoin d'être conseillé sur le web responsive design ou sur une autre thématique, donc vous pouvez les contacter. Donc voilà, Laurent Hannet du Luxembourg et Jean-Jacques Turoc de région Île-de-France ou un autre consultant près de votre région. Donc on va maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc je vous laisse envoyer vos questions via la boîte à questions. On y répondra d'ici quelques instants. Donc allez-y, n'hésitez pas. Laurent et Jean-Jacques se feront un plaisir de répondre. Donc je vous rappelle, en attendant que vous m'envoyez vos questions, que notre prochain rendez-vous c'est le jeudi 19 juin. Donc entre 12h30 et 13h30 sur la thématique Web Analytics, mesurer l'efficacité de votre web marketing. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien ici sur la slide. Et sinon, vous vous rendez sur le site internet WSI Marketing Internet. Voilà, je reviens. Donc voilà, dans la rubrique ressources, rencontre du web marketing. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant la présentation, certains sujets, voilà, si vous souhaitez en savoir plus, être éclairé sur un point, même peut-être exposer votre problème pour pouvoir en discuter. Donc, pour l'instant, j'ai pas de questions. Allez-y, hein, n'hésitez pas. J'ai toujours pas de questions, donc peut-être que Laurent ou Jean-Jacques, peut-être une thématique sur pour aider les participants sur certaines questions.
J'avais une question, je veux dire, par rapport à Jean-Jacques au niveau des coûts de production, parce que c'est une question qu'on m'a posée, enfin, qu'on me pose régulièrement. Et la réponse n'est pas toujours évidente à donner. C'était par rapport au coût de développement d'un site en responsive web design comparé à un site classique. Voilà, on a vu que ça prenait, on a dit que ça prenait plus de temps, mais en termes de coût, en pourcentage, on sait qu'il y a un plus, que ça se donnait une fourchette significative. Donc en termes de coût, la réponse effectivement est pas très simple puisque un site de présentation simple, un site vitrine, effectivement il va y avoir un surcoût de l'ordre de 25% tel qu'il a été présenté. Mais ça peut devenir beaucoup plus compliqué lorsqu'on parle de sites e-commerce ou de sites avec des fonctionnalités particulières. Il faut intégrer justement ces modules particuliers ou ces fonctionnalités particulières dans le site. Donc l'intégration d'éléments spécifiques peut devenir rapidement très complexe dans un site responsive. C'est là où il faut bien définir, effectivement comme Laurent l'a présenté à un moment donné, bien définir ce qu'on veut faire apparaître, quelle est l'expérience qu'on veut proposer en fonction du support. Donc bien designer d'abord effectivement la version mobile. C'est là où c'est cette partie-là en réalité qui demande le plus de réflexion, même si esthétiquement on se fait davantage plaisir dans la version grand écran. Mais à partir du moment où on a des fonctionnalités à proposer à l'internaute, il faut vraiment la réfléchir et vraiment réfléchir au design mobile avant de penser à la conception globale aussi. Très bien, merci. D'accord, merci beaucoup. Donc si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit suite à ce webinaire, n'hésitez pas à contacter donc Laurent Hannet ou Jean-Jacques Turok, et donc par mail ou par téléphone. Et donc je vous donne rendez-vous au prochain webinaire et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et merci pour la présentation, Laurent et Jean-Jacques. Merci, bonne journée à tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.